Prenons Richard Verly, qui est un très grand connaisseur de l'Europe. Un très grand connaisseur, et je ne vous flatte pas, je le pense. Quand on prend la carte, voilà, que se passerait-il si demain, les Russes tentaient une opération majeure? Je crois que les traités européens font que théoriquement, l'ensemble de l'Europe doit venir en aide aux Lituaniens, par exemple. Oui, effectivement. Il y a un article dans le traité européen qu'on compare à l'article 5, qu'on connaît davantage, l'article 5 de l'OTAN, de sécurité mutuelle. Et normalement, si un pays de l'Union européenne, c'est le cas pour les 3 pays baltes, est agressé, les autres doivent lui venir en secours. La grande différence, c'est que ça ne vous a pas échappé, dans les 27 pays de l'Union européenne, il n'y a pas les États-Unis avec les moyens des États-Unis. Donc au fond, avoir une clause dans un traité, c'est déjà sécurisant, mais le problème c'est que si cette clause ne correspond pas à des moyens qui soient d'ampleur pour arrêter une éventuelle invasion russe, ça change tout. Donc on ne peut pas dire, malheureusement, que cette clause, qui est l'article 42.7, eh bien, on ne peut pas dire que c'est l'équivalent de l'article 5, sauf qu'aujourd'hui, que vaut l'article 5 au sein de l'OTAN? Là, on ouvre une autre réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que si vous êtes attaqué, si vous êtes balte, Donald Trump va voler avec tous ses moyens à votre secours? C'est pour ça qu'il faut prédisposer, Darius, des forces françaises ou anglaises, des forces de l'OTAN, des forces de l'Europe. Ce qui est le cas pour l'Allemagne, si je ne me trompe pas, il y a un déploiement allemand récent dans cette région. Il faut les mettre effectivement dans ces pays baltes, notamment en Lettonie, qui est sans doute la plus fragile, parce que c'est vraiment encastré dans la Russie, parce que si on n'a pas de troupes sur place, si on a des troupes sur place, ça oblige les Russes qui attaqueraient à tuer des soldats français ou des aviateurs français, parce qu'il faut évidemment avoir quelques rafales sur place déjà déployées. Mais en revanche, si les Russes attaquent, c'est un des territoires petits, ils peuvent, avant que l'armée française se décide à intervenir, à prendre la logistique, etc., ils peuvent très bien avoir mangé l'intégralité du pays. C'est pour ça que ce qui est très important, mais je crois que les stratèges français, anglais, allemands, etc., l'ont compris. Il y a une terreur engagée. On sent une terreur de l'engrenage. Voilà. Si ce pays est attaqué, théoriquement, la France, par exemple, devrait entrer en guerre pour lui. Alors, voilà, exactement. Elle devrait entrer en guerre, mais entrer en guerre vraiment, en envoyant pas entrer en guerre comme elle l'a pas fait avec la Pologne qui a été alliée en septembre 1939. C'est pour ça d'ailleurs que les Polonais nous en veulent encore. Ils ont un peu raison d'ailleurs. Mais vraiment entrer en guerre. Et pour être sûr qu'il y ait cette entrée en guerre, il faut que les troupes soient prédisposées. Alors c'est pas du tout du bellicisme de ma part. J'ai pas du tout envie de faire la guerre aux Russes. Je ne la propose pas du tout. C'est pas du tout le problème. Mais c'est qu'on a une alliance militaire et si elle veut qu'elle fonctionne, il faut absolument ces troupes prépositionnées de manière à faire jouer la dissuasion. Parce que la dissuasion, on a cru longtemps, Darius, que la dissuasion, elle était seulement nucléaire. La dissuasion, elle est aussi conventionnelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, et c'est ça que on comprend, et c'est ça que les Anglais viennent de comprendre avec cette croissance de leur industrie d'armement. Il faut, face aux appétits russes, montrer une dissuasion conventionnelle, spécialement chez nos alliés les plus faibles. Alors, il y a des éléments qui sont prépositionnés déjà, c'est les éléments aériens, puisque la police de l'air des pays baltes est assurée par rotation par des forces de l'OTAN. Ça veut dire que les avions qui survolent les pays baltes en permanence sont des avions de l'OTAN. Donc d'une certaine manière, s'il y avait une invasion russe, elle aurait une composante aérienne et elle se trouverait face à face immédiatement avec des avions de l'OTAN, dont des avions français par intervalles réguliers. Mais nous avons aussi des compagnies de chasseurs alpins ou de parachutistes qui sont là-bas, prépositionnés. Mon bataillon, donc là, ces chasseurs alpins est allé en Roumanie. Ce qui est extraordinaire, on a sur ce plateau des grands généraux, des grands aviateurs, etc. Ils sont assez modestes en général, alors que Renaud Girard, qui a été chasseur alpin, alors, respect aux chasseurs alpins, je ne veux pas vous... Pendant une année à lutter héroïquement contre la Suisse. Bravo. C'était en 1980. Grand danger la Suisse. Grand danger la Suisse. Oui. Mais aujourd'hui, les chasseurs alpins... Si vous avez la prochaine fois des photos de vous en chasseur alpin, c'est ça, voilà. Vous avez des chaussettes longues et c'est ça. Les chaussettes longues, etc. Voilà. Et nous, on viendra avec nos photos militaires suisses. Et on défilait dans les villages. Vous êtes entouré par 2 Suisses ici, faites attention. Vous êtes déjà en face de... C'est déjà l'invasion. Regardez à quel point la Baltique devient en quelque sorte le centre névralgique de cette montée en puissance, à la fois du côté de l'OTAN et de la Russie.
Voilà, ces images-là, ce sont des exercices russes dans la Baltique. Et on a beaucoup vu ces derniers jours que les Français montrent leurs exercices, ou les autres. Ici, les Russes montrent. Ils tiennent aussi à montrer qu'ils sont très actifs dans cette mer. Bah, vous savez, la Russie possède la plus grande flotte, je crois, du monde. Et donc, en fait, ils ne veulent pas lâcher la prise, parce qu'effectivement, on a rappelé qu'avec l'entrée de la Suède de Finlande dans l'OTAN, la mer Baltique est devenue quasiment un lac otanien. Et ben, les Russes ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent, nous, on a notre porte-avions qui s'appelle Kaliningrad, qui est entre les pays baltes et la Pologne, entre la Lituanie et la Pologne, et d'une. Et de deux, on a quand même Saint-Pétersbourg avec quelques ports militaires et commerciaux qui sont au bout. Et donc, ils ne veulent pas lâcher et ils veulent toujours maintenir cette présence, et donc ils nous narguent. Ils narguent en naviguant dans les eaux internationales et en frôlant comme par hasard les eaux et ils ont nationales. quand même, mais c'est une flotte qui a quand même subi une vraie défaite navale, un peu comme nous avons subi à Aboukir et Trafalgar, en mer Noire, puisque aujourd'hui, tout l'ouest de la mer Noire est en fait contrôlé par les Ukrainiens qui, à l'aide de simples drones navals, ont réussi à chasser l'intégralité de la flotte russe qui est partie vers Novorossiysk, là... Plus loin, maintenant, ils sont en Abkhazie. Ils sont même jusqu'à l'Abkhazie, parce que même Novorossiysk, pour eux, est devenu dangereux. L'Abkhazie est une région qui a été volée à la Géorgie, d'ailleurs. Le traumatisme de ce qui s'est passé dans la mer Noire est bien visible, parce que l'exercice qu'on voit là, ce sont les navires anti-sous-marins de la flotte de la Baltique qui s'entraînent à combattre des drones navals et qui ont effectué des tirs d'artillerie sur des cibles maritimes. Rappelez-vous ce qui s'était passé contre le Moskva, vous le rappeliez tout à l'heure, où le navire amiral, je crois, avait été abattu par un vulgaire drone naval. Donc le traumatisme est encore là. C'est un Neptune, c'était un Neptune. Et j'ai voyagé en Ukraine avec l'ingénieur qui l'a conçu. Et ils ont eu de la chance, ils étaient très... ils regardaient vraiment leur radar, etc. Et ils ont eu ce qu'on appelle en marine, je ne vais pas rentrer dans la technique, un duct, c'est-à-dire un moment où, avec les nuages, etc., vous avez une sorte de couloir de vue, et donc vous, au lieu de voir à 40 km, vous voyez à 80 km avec le radar. Et donc les Russes étaient à 80 km, ils n'avaient mis aucune de leurs alertes en fonction, ils se bronzaient au soleil. Et donc là, ils ont vu quelque chose sur leur radar. Les Ukrainiens, ils étaient extrêmement concentrés et ils ont lancé 2 Neptunes. Et il y en a un, et ils ont coulé le navire amiral. C'était le début. Qui était censé protéger non seulement lui, mais toute la côte, en fait, toute la Crimée, etc. Et les Russes se vantaient en disant c'est le plus perfectionné, c'est le château inviolable absolument militairement. C'était un navire effectivement anti-aérien, donc avec beaucoup de missiles. L'autre exercice, regardez, on est toujours dans la mer Baltique, c'est les systèmes de missiles côtiers qui ont été installés pour détecter des cibles de surface, pour les cibler. Regardez, on est toujours là dans la mer Baltique, il y a toujours cet effort très impressionnant des deux côtés, avec des deux côtés un discours même de guerre préventive. Certains Baltes disent, si les Russes s'approchent trop, il faudra aussi que nous entrions en action, avant. Oui, cela dit, on ne peut pas s'en étonner non plus à partir du maintenant où la Finlande et la Suède sont dans l'OTAN. Il fallait quand même s'attendre à des répercussions. À partir du moment où 2 anciens États neutres rejoignent l'OTAN, s'arment en conséquence, bien évidemment, la Russie réagit. Et donc, grâce à qui ils sont rentrés dans l'OTAN? Grâce à la Russie. Absolument, tout à fait, c'est très juste. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que la Russie déploie ce type d'armes dans cette région-là, c'est aussi une réponse à un changement de la donne stratégique. On peut imaginer que si la Suède et la Finlande étaient restées neutres, le militarisme russe ne serait peut-être pas autant à l'œuvre, encore que. C'est vrai qu'ils sont en train de reconstruire les circonscriptions militaires de Leningrad et de Moscou en faisant les nouvelles bases, les nouvelles casernes, etc. etc. Est-ce que Poutine est l'homme clé quand on voit cette montée en puissance de la menace russe? Le Royaume-Uni le dit, les Lituaniens le disent, etc. Sans Poutine, est-ce que ça changerait? Tout à l'heure sur notre antenne, vous le soulignez, merci, Lindsey Graham, le pilier du Sénat, un des piliers du Sénat, soutien de Trump, mais aussi très offensif contre Poutine, était l'invité de LCI. Et il dit, si Poutine n'était plus là, eh bien, la guerre sans doute
finirait. C'est quand même l'homme qui a dit, en gros, il faudrait tuer Poutine. Il est allé très loin, disons, dans la menace à l'égard des Russes. Écoutez-le. Il y a 3 ans, vous avez dit que vous espériez qu'il y aurait un Brutus russe qui pourrait éliminer César Poutine. Est-ce que vous espérez encore ça ? Quand cette invasion a commencé, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que beaucoup de gens allaient mourir pour les désirs, les souhaits d'un seul homme. Je ne crois pas que le citoyen russe moyen souhaite détruire l'Ukraine. C'est la guerre d'un homme, d'un dictateur maniaque, d'un voyou, d'un voleur, qui veut sortir dans une espèce de gloire. Si vous voulez l'éliminer, j'ai toujours cru que le désir de guerre diminuerait et prendrait fin. Si Poutine partait demain, je pense que la guerre s'arrêterait. Voilà, c'est un personnage intéressant. Oui, très intéressant. Il a d'ailleurs parfaitement raison, parce que c'est un personnage cultivé, il connaît l'histoire, et il se souvient très bien que la guerre de Corée, qui a fait quand même plus d'1 million de morts, hein, c'était une guerre à l'échelle de la guerre que nous connaissons entre l'Ukraine et la Russie, eh bien cette guerre de Corée a été en fait achevée par la mort de Staline, parce qu'après la mort de Staline, le Politburo s'est réuni, s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on est là-bas là, et ils ont commencé, et même le Chinois Mao Tse-tung a compris que les Russes allaient changer de politique, et 4 mois après la mort de Staline, il y a eu l'armistice, un cessez-le-feu, un armistice qui tient toujours et qui a permis à la Corée du Sud de se développer comme elle s'est développée. Donc c'est évidemment que et évidemment aussi que c'était pas une guerre de tous les Russes. Nous avons vu d'ailleurs les images, vos correspondants nous envoyaient les images de Moscou lorsque l'opération militaire spéciale a été déclenchée. Est-ce que c'est encore le cas ? Est-ce que c'est sa guerre ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est sa guerre ? S'il y avait une disparition physique de Poutine, la guerre s'arrêterait ? Ça, je ne sais pas. Parce que dans la situation où on est maintenant, peut-être que des négociations commenceraient sérieusement, mais elles ne s'arrêteraient pas du jour au lendemain. Sans doute pas. Et puis, par ailleurs, il y a quand même autour de Poutine, en tout cas c'est ce que je lis, moi je ne suis pas un spécialiste de la Russie, il y a des faucons. Ça dépend de qui prendrait le pouvoir. On sait qui a succédé à Staline. C'était Khrouchtchev. À partir du moment où ce serait quelqu'un de plus dur que Poutine, que se passerait-il ? Donc je crois que l'équation personnelle ne résoudrait pas tout. Je pense qu'on ne sait pas si la guerre continuerait ou s'arrêterait après Poutine. En revanche, ce dont on peut être certain, c'est que Poutine en place, la guerre ne s'arrêtera jamais. Absolument. Ça, c'est sûr et certain. Et pour répondre à votre évocation, après Staline, ce n'est pas Khrouchtchev qui a repris le pouvoir, c'est Beria. Mais Beria, deux mois après et 3 mois après, il a été arrêté par Khrouchtchev, donc un coup d'État après Staline. Et justement, en fait, c'est ça qui risque d'arriver aussi. Il y a un certain Patrouchev qui aurait pu, qui pourrait prendre la place, mais est-ce qu'il va durer très longtemps ? Ça, c'est autre chose. Mais Poutine, la guerre en Ukraine, c'est la guerre d'un seul homme. Ça, c'est sûr et certain, parce que Poutine a reçu 2 claques de la part de l'Ukraine. Il déteste l'Ukraine, il veut se venger de l'Ukraine. Mais le problème, depuis 3 ans et demi, c'est que actuellement, il y a la moitié du budget russe qui est la chose militaire. Il y a maintenant le complexe militaire-industriel qui a aggloméré presque 40 millions de Russes qui soit directement, soit indirectement dépendent de cette dépense militaire. Et donc, du coup, c'est pas évident d'arrêter cette guerre. Je suis assez malheureux parce que Marion me dit que j'ai perdu mon pari. J'ai pris sur ce plateau le pari que d'ici le 31 décembre 2025, il y aurait un cessez-le-eu entre l'Ukraine... on n'est pas encore... On n'y est pas encore. Mais 6 mois. Vladimir Poutine a l'air en parfaite forme physique. A l'air en parfaite forme physique. Son mandat se poursuit. Il a été récemment réélu. Et donc, si j'en crois Marion, je risque de perdre mon pari. Rappelez-vous, quand on voit l'extrême audace de ce que les Ukrainiens ont fait sur les avions, peuvent-ils viser la personne de Vladimir Poutine ? Rappelons ces images-là, quand il était en visite à Mourmansk, où il y a une méfiance compréhensible autour de lui, parce que sa personne même peut être visée par les Ukrainiens, où chacun de ces soldats, regardez, était fouillé très attentivement par un officier dans la crainte qu'il dissimule une arme, que sais-je, une grenade pour tuer Vladimir Poutine. Les Ukrainiens ne se cachent pas que ça pourrait faire partie de leur plan.
Poutine a très peur de la mort, ça c'est évident. En général, il porte toujours les gilets pare-balles des dimensions différentes sous ses costumes à chaque cérémonie, oui. Et après, quand même, je ne suis pas d'accord avec la phrase que c'est la guerre d'un seul homme, que c'est la guerre de Poutine. Non, il y a quand même les militaires qui exécutent les ordres. Oui. Il y avait les massacres de Boutcha, il y avait le drame, la tragédie avec le théâtre de Mariupol. On ne peut pas oublier cela. Et si c'était juste le problème avec Poutine, je pense qu'en 3 ans et demi, à vrai dire, on l'aurait déjà peut-être quand même éliminé, si c'était aussi simple, si c'était juste ça la plus simple solution pour pouvoir sauver des milliers de vies ukrainiens et même les Russes, les soldats russes qui meurent aussi. Et il y a environ un million de soldats russes qui ont mort. C'était annoncé juste récemment par les forces ukrainiennes. Donc, et est-ce que ça peut être l'arme ultime des Ukrainiens? Il faut rappeler ce que Skibitsky, chef adjoint du renseignement militaire ukrainien, disait chez vous, au Figaro, mai 2023. Quelle est la première cible sur votre liste? Réponse de Skibitsky, Poutine, qui coordonne et décide tout. Et c'est quand même assez rare que, même dans les situations de guerre, on dise c'est cible. Moi, je crois en tout cas je crois ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est que quand Poutine a réussi tous les Siloviki autour de lui, il y avait, ça a été filmé, je me souviens, et il a demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut faire une opération contre l'Ukraine ou pas? Et puis, il y en a un qui s'est exprimé très franchement. Il s'appelle Narishkin. C'est le chef des renseignements extérieurs. Il a commencé à dire, il faudrait peut-être être prudent, il faudrait voir ce qu'on fait, etc. Et là, tout de suite, Poutine l'a repris. Il lui dit, tu es avec nous ou tu es contre nous? Et donc, il a humilié et donc les autres, évidemment, se sont tués après. Donc, en fait, cette séance a montré que tous les Siloviki, les hommes des ministères ne partageaient pas l'avis de Vladimir Poutine. En tout cas, ce Narishkin plaidait pour une certaine prudence. Et que d'autre part, Vladimir Poutine n'avait pas communiqué à ces hommes quelle était vraiment sa stratégie. Et quand les gens disent et quand notre amie Sylvie Berman, qui était ambassadeur à Moscou, nous dit qu'en fait, Poutine, c'est une boîte noire et que personne ne comprend ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a en tête pour la phase, je crois qu'elle a raison. Et je pense même que son principal conseiller, son conseiller de presse, le diplomate Peskov, lui-même ne sait pas ce que pense son maître. Et d'ailleurs, quand vous écoutez ce qu'il dit, il est toujours extrêmement prudent. Il n'anticipe absolument pas une boîte noire. Donc je crois que le facteur personnel joue énormément. Et puis, vous savez, dans les guerres, quand l'Allemagne a attaqué la France en 1914, il y avait, donc la France se défendait, mais il y a eu un grand enthousiasme dans les rues. On voit les photos, les drapeaux, etc., les filles qui embrassent les soldats qui partent dans les wagons, etc. Il y a eu un grand enthousiasme. Nach Berlin, on va aller jusqu'à Berlin. Même chose à Berlin, il y avait un grand enthousiasme. Il n'y avait pas, je n'ai pas vu, on a vu beaucoup d'images à l'époque. Puis ensuite, maintenant, il n'y a plus de journalisme indépendant à Moscou, mais il y en avait à l'époque. Et il y avait toujours, il fait toujours remarquablement son travail, le reporter de la BBC là-bas, Rosenberg, qui est extraordinaire, qui parle russe parfaitement. Eh bien, il n'y avait pas du tout d'enthousiasme dans la jeunesse, en tout cas la jeunesse de Moscou pour cette guerre. Pire que ça. Vous vous souvenez, juin 2023, quand Prigojine commençait à monter sur Moscou, qui est sorti dans la rue de la Russie pour défendre Poutine? Donc Poutine, c'est vrai et c'est faux, en fait. C'est compliqué. C'est aussi le principe d'une dictature. C'est difficile de savoir quelle est la psychologie collective d'un peuple qui est, en fait, sous propagande, soumis à une terreur permanente. Quelle est la part d'assentiment? On voit bien en effet que Poutine a beaucoup de mal à mobiliser aussi et qu'il a créé une armée de mercenaires et d'étrangers et que c'est en payant maintenant finalement ils sont payés pour mourir, les soldats. C'est-à-dire qu'ils vont sur le front sachant qu'ils peuvent mourir mais qu'au moins ils pourront nourrir leur famille. C'est compliqué de mesurer la véritable adhésion. Oui, c'est vrai, mais ils ne veulent pas. Je crois que les Russes, il y a quand même quelques interviews qui sont faites. Je crois que les Russes
ne veulent, évidemment, dans leur grande majorité, ne veulent pas de défaite. Ils ne veulent pas que la Russie soit défaite, ça c'est sûr. Ils sont patriotes, ils ne veulent pas de défaite pour leur pays. Mais est-ce que je crois que les Russes se réjouissent, comme Soloviev, la majorité des Russes se réjouissent comme Soloviev, quand il y a des bombardements le jour des rameaux sur la ville de Soumy? Je n'y crois pas une seconde. Comment comprendre que la Russie arrive quand même à investir autant en termes d'hommes, de matériel? On parle de 1000 hommes blessés ou tués chaque jour, avec quand même une capacité de progression. Alors elle est très relative, elle représente que 1% du territoire ukrainien d'avant-guerre, mais c'est la tendance. C'est l'Institut pour l'étude de la guerre qui en général donnait des chiffres plutôt objectifs dans un camp ou dans l'autre, qui parle de l'avancée russe pour mai 2025. L'armée russe a pris 507 km² en mai 2025. On voit que de juin 2024 à mai 2025, donc c'est 5107 km², quand les forces ukrainiennes n'en ont récupéré que 85 km². Cette tendance-là, alors on dit souvent, s'il fallait aller jusqu'au bout, ça durerait des dizaines d'années, mais le risque qu'un front cède. La réponse est très simple. Les Ukrainiens actuellement ne savent pas ce qui va arriver comme aide militaire, surtout de la part des États-Unis. Ça veut dire qu'ils vivent sur le dernier paquet qui est évoqué, voté l'année dernière, de 61 milliards. Il va durer jusqu'à peu près maintenant, c'est-à-dire le mois de juin. Et donc, du coup, pour ne pas perdre les hommes et pour économiser les armes qui leur restent, ils préfèrent céder un peu plus de terrain que par le passé. Je crois que leur stratégie aujourd'hui, vous avez raison dans cette guerre d'usure, mais je ne sais pas, j'ai peut-être pas forcément... c'est comme ça que je la comprends, c'est effectivement les Russes attaquent, faire subir un maximum de pertes humaines à l'attaquant sans en avoir beaucoup soi-même. Et donc, au moment crucial, savoir se retirer. J'ai l'impression quitte à se retirer un peu, ukrainienne dans cette guerre d'usure. Ouais. N'oublions quand même pas qu'en 3 ans, malheureusement, l'armée russe a beaucoup appris de ses échecs. Bien sûr. Et que donc l'armée russe d'aujourd'hui, ce n'est plus ces vagues de soldats qu'on pouvait voir jusqu'à il y a même 1 an, qui étaient promis à la mort. L'armée russe est équipée de drones. Elle a adapté ses tactiques à celles du front ukrainien. Et donc, certes, les Ukrainiens ont sans doute pour objectif de se retirer sur des positions défensives solides et d'infliger le maximum de dégâts à l'armée russe. Mais quand vous faites ça avec l'armée russe d'aujourd'hui, vous prenez un énorme risque. Parce que l'armée russe, elle peut aussi réserver de très mauvaises surprises à une défense ukrainienne qui n'aura pas anticipé à un certain moment un déluge de moyens, soit en termes de troupes, soit en termes de matériel. Et vous avez raison, Richard, sur évidemment le progrès tactique de l'armée russe, mais aussi un certain progrès technologique. Ils se sont adaptés, comme les Ukrainiens d'ailleurs se sont adaptés. On les a vus là extrêmement ingénieux dans cette opération appelée Web. Les Russes, c'est vrai, ont réussi à améliorer considérablement leurs drones en les faisant filoguider, c'est-à-dire que le drone ne peut plus être rendu fou ou désorienté par les moyens de guerre électronique des Ukrainiens. L'Ukraine donne de très intéressantes chiffres sur tout ce que les Russes ont perdu. Et c'est le Kyiv indépendant qui rapporte ça. La Russie a perdu 988 560 soldats. C'est presque 1 million de soldats. On parle des blessés et des morts, confondus, depuis le début de l'invasion. C'est énorme, effectivement. Les pertes matérielles sont considérables aussi. On parle là, d'après des sources ukrainiennes, plus de 10 000 chars, plus de 22 000 véhicules blindés de combat, 28 000 systèmes d'artillerie, 372 avions, 336 hélicoptères, 28 navires. Est-ce que c'est rassurant pour les Ukrainiens ou est-ce que c'est inquiétant, le fait que la Russie puisse perdre autant et quand même continuer le combat d'une certaine intensité? Les deux. C'est inquiétant qu'ils continuent. Ils continuent quand même. Ils ont toujours la possibilité de contourner les sanctions à ce moment-là et continuer les attaques. On l'a vu ces dernières nuits. La veille, justement, de l'opération ukrainienne, il y avait 500 drones qui ont attaqué l'Ukraine. Donc, ça se passe tous les jours, malheureusement. Mais par contre, il ne faut pas non plus surestimer la Russie parce que même dans les régions de Soumy, maintenant, il y a les Russes qui avancent, mais il n'y a que 2 villages qui
qui ont pris. Il y a d'autres villes qu'ils n'arrivent pas à prendre depuis des années à l'est, par exemple dans les régions de Donetsk. Mais la masse, c'est vrai que vu d'Europe, quand on dit toujours, Didier François nous dit toujours, les militaires nous disent, ce qui manque dans les armées de l'Ouest, c'est la masse. Et là, il y a la masse, c'est-à-dire perdre 1 million de soldats. Et ils arrivent à remplacer. En fait, quel État européen pourrait perdre aujourd'hui 1 million de soldats? Ils perdent 1000 soldats par jour, mais ils réussissent jusqu'à maintenant à recruter aussi 1000 soldats par jour. Ça veut dire qu'ils compensent ces pertes. Et ils disent même, des fois, ils ont un peu plus, parce que par exemple, malheureusement, l'opération de course... Mais pardon, excusez-moi de couper, mais dans la capacité de souffrance, oui, c'est inquiétant vu de l'Ouest, parce que quel pays, imaginez en France si on disait 1000 soldats par jour. C'est comme les Coréens du Nord, aucune importance. Mais en revanche, si cette théorie était si vraie, ils auraient remporté bien davantage que ce qu'ils n'ont fait en 3 ans. Ils ont finalement gagné très très peu. Ils ont échoué, l'armée russe a totalement échoué à son objectif initial qui était de prendre Kiev. Et pour ce qui est des territoires, on parle de 18% de l'Ukraine, Crimée comprise. C'est infime par rapport à la masse, en effet, l'armée la plus puissante du monde, la première ou deuxième force nucléaire mondiale, et en nombre d'hommes infiniment 10 fois plus nombreuses que la population ukrainienne. Et par rapport l'armée rouge de Staline, elle ne prenait pas 500 km² entre 43 et 45 de Stalingrad. Argev, c'était 1 an et demi, 500 km², elle ne prenait pas 5000 km², elle ne prenait pas 50 000 km², elle prenait 100 ou 200 000 km² par mois. La grande avancée. Là, on parle de 300 mètres parfois ou kilomètres. Donc c'est pas. Mais en revanche, lorsque vous voyez ces chiffres, par exemple, vous avez vu, les Russes ont perdu de l'artillerie, il y avait plus de 12 000 pièces. Sauf que la situation actuelle sur le front a complètement changé. 70% ou 75% de pertes actuelles sont infligées par les drones et non plus par l'artillerie.